Merci et bonsoir et bienvenue à tous. Bienvenue aux personnes qui viennent pour la première fois au Café Numérique. Donc bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois et merci aux personnes qui sont là régulièrement et qui soutiennent le Café Numérique. Vous le savez peut-être pas, mais vraiment votre présence, c'est vraiment un soutien énorme pour l'équipe que nous sommes, l'équipe de bénévoles que nous sommes. Et on fait ça avec passion. On est vraiment content de vous voir avec nous ce soir et les autres soirs aussi. Donc aujourd'hui, je vais peut-être revenir un peu pour ceux qui ne connaissent pas encore vraiment le café numérique. Notre mission, c'est vraiment de promouvoir les nouvelles technologies et l'innovation au plus grand nombre et d'une certaine manière aussi vulgariser et rendre accessibles certaines thématiques qui peuvent être peut-être parfois perçues comme complexes pour certains. Donc vraiment, notre rôle, c'est ça. Ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on fait ça avec l'équipe et on est content de voir que ça continue. Le café numérique, ça s'appelle café. Il y a aussi le mot café dedans. Donc, c'est aussi notre signature. C'est entre le bar et la conférence. Donc, à chaque fin de conférence, on a ici à côté, à la Grand Poste, le bar qui permet de réseauter, parler, papoter, voir plus si affinité. Chacun fait ce qu'il veut. Mais l'idée, c'est de prendre un verre entre networkers et d'avoir un petit moment sympa aussi. Alors l'équipe, moi c'est Mélissa, je suis la seule fille de l'équipe, donc c'est un peu facile de me remarquer. Voilà. Après on a Sam, qui est consultant en communication web, qui est ici à l'entrée. Seb, pardon, Seb, accélérateur de start-up, expert en accélération de start-up. Et Jérémy, qui n'est pas là avec nous, mais qui est cofondateur de la start-up Airplan, aussi fondateur de l'agence Marketing Maker, pardon, et expert IA de l'équipe. Donc c'est vraiment le monsieur IA de l'équipe. Alors, ce soir, comme vous le savez, le sujet, ça va être d'évaluer et de voir avec nos invités comment l'intelligence artificielle peut aider à comprendre des sujets complexes et liés à la planète, comment l'intelligence artificielle peut aider à explorer des sujets complexes comme l'analyse de la planète, de la météo, des océans, etc. On aura avec nous donc des scientifiques passionnés et passionnants, professeurs aussi à l'université, qui vont explorer ces sujets-là. Je vais peut-être revenir juste rapidement sur aussi nos partenaires. Je vous ai dit en introduction, votre soutien et votre présence, c'est vraiment ce qui fait aussi la force et l'énergie qu'on a, nous, à développer le café numérique. Mais on ne serait rien non plus sans les partenaires et sponsors qui accompagnent le café numérique depuis plusieurs années. On a notamment Deuze, la Grand Poste, qui nous permet ici de réaliser ces conférences ici. Ecodimension, qui est aussi le partenaire qui aide à capter nos conférences et qui sont toutes disponibles en replay sur YouTube, si vous voulez aller les regarder. Marketing Maker, donc j'ai présenté, c'est Jérémy Cormand, qui est expert en intelligence artificielle, pardon, et Assiska, accélérateur de start-up situé à Charleroi. Donc, on a avec nous aujourd'hui Marie-Laure Grégoire, océanographe, Xavier Fetwes, climatologue, et Gilles Loup, qui est chercheur en intelligence artificielle. Vraiment, merci à vous trois d'être présents avec nous, parce que comme j'ai dit, ça ne serait rien, le café numérique ne serait rien sans le public, sans nos sponsors et aussi sans nos invités. Et je vais donc laisser la parole à Gilles, en vous rappelant aussi que la prochaine conférence aura lieu le 7 avril, mais on en reparlera plus tard. Et donc là, je laisse la parole à Gilles, et merci à Gilles. Vous pouvez l'applaudir. Merci. Bonsoir à tous, c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de ce qu'on fait un peu dans notre groupe de recherche et des collaborations qu'on a initiées avec Marie-Laure et Xavier. Donc je vais commencer par toute une série d'images qui, j'en suis sûr, sont assez familières pour vous maintenant. Donc ces images que vous voyez sur le slide sont toutes synthétiques. Elles ont toutes été générées par une intelligence artificielle. Elles sont désormais plus vraies que nature. Et des modèles comme DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion ou encore Flux, qui a été utilisé ici pour générer cette galerie d'images, sont autant de modèles de génération d'images dont les résultats ne cessent de s'améliorer d'une version à l'autre, produisant à chaque fois des images de plus en plus réalistes, de plus en plus détaillées et de plus en plus convaincantes. Moi, je vois que j'ai des anciens étudiants dans la salle. Ils se souviendront des quelques images que je leur montrais déjà en 2018. Le progrès est réellement substantiel en quelques années. Donc mon objectif aujourd'hui, il est double. Je vais d'abord essayer de vous expliquer assez simplement comment ces modèles fonctionnent et comment les derniers modèles qu'on appelle les modèles de diffusion fonctionnent.
Et puis ensuite, je vais essayer de vous expliquer, c'est aussi ce qu'on va faire avec Xavier et Marie-Laure, on va essayer de vous expliquer comment ces mêmes modèles peuvent en fait aussi faire des choses bien plus intéressantes, comme répondre à des grandes questions scientifiques. Alors on va d'abord essayer de voir comment fonctionne un modèle de diffusion. Donc un modèle de diffusion, c'est une famille de modèles en intelligence artificielle qui permettent de créer des données, qui permettent, par exemple dans ce cas-ci, de créer des images. Et un modèle de diffusion, il est défini en deux morceaux. On a d'abord ce qu'on appelle un processus de diffusion en tant que tel, qui n'est pas un processus générateur, mais qui est en fait un processus destructeur. Donc il va partir d'un signal, comme une image, ici l'image d'une chambre, ou plusieurs images de chambre. Et ce processus de diffusion va venir définir, ajouter un bruit en plusieurs petites étapes, jusqu'à obtenir toute une addition de bruit et obtenir une image dans laquelle il n'y a plus du tout de signal original, il n'y a que du bruit. D'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle un processus de diffusion, c'est ce processus stochastique qui détruit le signal original. Et ce qui est intéressant en fait avec ce processus stochastique, c'est qu'on peut le dérouler à l'envers. On peut en fait simuler le même processus à l'envers pour non pas ajouter du bruit, mais venir retirer du bruit à partir d'une image bruitée. Et si en fait on prend une image dans laquelle il n'y a que du bruit initialement, qu'on simule ce processus de diffusion à l'envers, à chaque étape on va venir retirer un petit peu de bruit, et à la fin on aura obtenu un signal qui par exemple ressemble à une image. Et donc c'est en fait le processus de diffusion qu'on simule à l'envers qui est le processus de génération de données. Alors mathématiquement, c'est peut-être un peu étonnant, mais on peut apprendre à retirer du bruit d'une image. Et l'objet mathématique dont on a besoin, c'est ce qu'on appelle un réseau de neurones. Donc c'est une structure qui va prendre une image bruitée, on va lui présenter une image bruitée, comme par exemple ici l'image bruitée d'un chat, et on va lui dire, on va essayer d'entraîner ce réseau de neurones à lui faire prédire l'image sans le bruit. D'accord ? Donc c'est une tâche assez simple à comprendre. Je vous montre une image bruitée. Le but, c'est de nettoyer le bruit qui se trouve dans l'image pour retrouver une image nette. En fait, on peut entraîner un réseau de neurones à faire cette tâche. Et si on arrive à le faire, alors on peut venir injecter ce réseau de neurones ici dans l'équation qui tourne à l'envers pour venir générer une image à partir de bruit pur. Donc ça, c'est un modèle de diffusion, ce qu'on appelle un modèle de diffusion. Dans les grandes lignes, ça fonctionne comme ça. Mais ce qui est d'autant plus intéressant avec les modèles de diffusion, c'est qu'on peut en fait venir les télécommander. Donc on peut en fait venir conditionner la génération à des signaux auxiliaires que je vais appeler des signaux Y. Et le but, ça va être de venir guider la génération pour produire, par exemple, des données qui contiennent une information qui vous intéresse, qui sont des images de chats, qui sont des vidéos de lapins, peu importe. Mais vous pouvez venir guider ce processus de génération. Donc il y a plusieurs exemples. Le premier exemple, c'est évidemment celui de la génération conditionnée à du texte. Donc ici, vous avez 3 exemples d'un même modèle qui prend en entrée 3 prompts, 3 phrases, dont la seule différence ici ne tient qu'en un mot, banane, raisin ou mangue. Et à partir de cette information, à partir de ce signal auxiliaire, on peut venir conditionner la génération de l'image pour produire une image qui, dans ce cas-ci, correspond au contenu textuel. D'accord ? Donc, retenez bien ce concept de génération conditionnée, parce qu'en fait, c'est essentiel à ce qu'on va vous raconter par la suite. On va reproduire ce mécanisme, mais pour d'autres conditions, pour d'autres contextes. Un autre exemple, c'est celui de la génération d'images, mais conditionnée à une autre image. Donc c'est ce qu'on appelle le image-to-image generation. Et un exemple assez facile à comprendre, c'est celui de partir d'une image basse résolution et de venir agrandir artificiellement cette image pour venir y ajouter les détails, comme si on avait pris une photo directement haute résolution de cette personne. Et donc encore une fois, on peut formuler ça comme de la diffusion conditionnelle, mais dans ce cas-ci, conditionné non plus à du texte, mais conditionné à une autre image. D'accord ? Donc ici, on part d'une image toute pixelisée, basse résolution, pour produire et générer une image très haute résolution. Mais encore une fois, la génération en tant que telle suit
ce mécanisme de simulation inverse du processus de diffusion pour venir à chaque étape retirer du bruit, mais retirer du bruit de façon cohérente par rapport à la condition, par rapport au contexte. Un troisième exemple, c'est celui de la génération de vidéos. Donc ces modèles aujourd'hui sont capables non seulement de générer des images qui sont de très bonne qualité, mais d'autres modèles de diffusion sont aussi capables maintenant de générer des vidéos complètes directement à partir de petits morceaux de texte. Mais encore une fois, le mécanisme derrière est assez identique. On a un modèle de diffusion qui maintenant est capable de générer des vidéos et qu'on va conditionner, qu'on va guider à partir de texte. Donc on pourrait se demander, mais à quoi ça sert de générer ces images, ces vidéos? Est-ce que c'est vraiment utile de faire tout ça? Et je partagerai totalement votre point de vue. Il y a des applications immédiates de cette technologie qui sont déjà assez nombreuses dans les domaines de l'audiovisuel, comme le cinéma, la télévision, la musique, la photographie, le design, le jeu vidéo, la publicité, et j'en passe. Tous ces domaines sont en train de subir une révolution. Et je dis subir parce qu'en fait, tous les acteurs de ces domaines, dont les artistes, les musiciens, les écrivains, les réalisateurs, sont actuellement en train d'être, dans le meilleur des cas, augmentés, mais dans le pire des cas, complètement remplacés par ces technologies. Et donc, évidemment, ça suscite beaucoup de questions, des questions éthiques, des questions sociétales, qui sont très loin d'être résolues. Il y a énormément de mouvements maintenant anti-IA, par exemple à Hollywood, qui essaient de contrer ces technologies. Et donc, on peut se demander si réellement ces modèles qui ont l'air tout gentils à générer des images, est-ce que c'est réellement un réel progrès? On peut en discuter autour d'une bière. Ici, notre perspective, elle est un peu différente. C'est de vous montrer qu'en fait, ces mêmes modèles, ils ont une utilisation qui est positive. Ces mêmes modèles peuvent résoudre des questions scientifiques sans remplacer quiconque, parce qu'en fait, ils peuvent résoudre des questions scientifiques que personne ne peut résoudre. D'accord ? Donc ça, c'est réellement utile. On est en train de résoudre des problèmes qui, auparavant, étaient simplement insolubles. Et la classe de modèles ou de problèmes scientifiques que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, elle ressemble en fait à ce problème de génération conditionnelle. C'est ce qu'on appelle la classe des problèmes inverses. Et donc, pour vous expliquer, imaginez que je vous montre une image, ici une image scientifique, mais grosso modo, c'est une variable Y d'un instrument, par exemple, à très basse résolution, qui est assez bruité, parce que, par exemple, vous avez une caméra ou un vieux satellite. Et ce que vous voulez faire, c'est venir imaginer le processus physique qui, derrière, a donné naissance à l'image capturée par l'instrument. Donc, à partir de cette observation bruitée Y, est-ce qu'on peut reconstruire un signal, par exemple, de plus haute résolution, X? Okay. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un problème inverse. Et c'est un problème qui est assez récurrent dans de nombreux domaines scientifiques, où on a des expériences qui produisent des données. Ces expériences utilisent toute une série d'instruments, comme un microscope, un satellite, un télescope ou toute autre chose. Mais ces instruments sont en train de venir observer des processus physiques. D'accord ? Et ce qu'on observe des processus physiques, ce n'est pas directement le processus lui-même, c'est simplement ce que l'instrument a pu capturer, a pu observer de ce processus physique. Et donc, par exemple, à partir de données capturées par un télescope, on veut pouvoir nettoyer l'image, enlever le bruit pour pouvoir, par exemple, observer des étoiles ou des galaxies. Ou, à partir d'un satellite qui tourne autour de la Terre, on veut pouvoir réestimer l'état du système atmosphérique, alors qu'on a seulement quelques observations ponctuelles et bruitées du système. Et donc, pour vous montrer un exemple de bout en bout, j'ai choisi de vous parler du problème de prédire la météo. Donc, je ne sais pas si vous êtes déjà demandé, mais finalement, comment on arrive à prédire la météo pour demain, ou pour après-demain, ou pour même dans 14 jours? Qu'est-ce qu'il a fallu faire derrière pour arriver à ces prédictions, qui bien souvent sont raisonnablement bonnes pour les prochains jours, mais si vous êtes un peu attentif, les prévisions à 14 jours ont souvent tendance, et Xavier me contredira peut-être, mais ont souvent tendance à varier parce qu'elles sont elles-mêmes très incertaines. Et donc il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de créer un modèle du système qu'on veut étudier. Donc ici, par exemple, si on veut faire des prédictions météo, on a besoin d'avoir un modèle de la Terre.
et en particulier un modèle de l'atmosphère de la Terre, si on veut faire simplement des prédictions météo à court terme. Et ce modèle-là, vous pouvez l'imaginer comme un oignon en plusieurs couches, qui lui-même est subdivisé en petits morceaux. Et chaque morceau correspond à une position spatiale, une position sur la Terre, d'abord en surface et puis à plusieurs niveaux d'altitude. D'accord ? Et chaque petit morceau, chaque voxel, va être associé à une série de variables physiques, comme par exemple la température, les vitesses du vent, etc. etc. D'accord ? Et à partir de cet état du système, qu'est-ce qu'on fait ? Si on connaît l'état initial du système, on peut dérouler des équations pour venir prédire, avec des modèles numériques, comment ce système va évoluer. Et Marie-Laure va vous en parler, par exemple. Ces mêmes prédictions météo qui, jusqu'ici, pour la plupart, ont été faites par des modèles numériques physiques, donc qui implémentent des équations, sont de plus en plus remplacées, et ça c'est vraiment récent depuis un an, par des modèles de machine learning, par des modèles d'intelligence artificielle. Et donc ça c'est un exemple de modèle, GenCast, qui est un modèle de diffusion développé par Google, qui permet de résoudre ce problème de prédiction météo. Donc à partir de l'état courant du système, de prédire comment ce système va évoluer à l'heure suivante, à l'heure d'après, etc., jusqu'à 14 jours, par exemple, dans le futur. Et ça marche très très bien, et ça marche même mieux que les modèles physiques numériques classiques. Ok, mais si vous avez écouté un peu ce que j'ai dit, il y a quand même un truc qui manque. Comment ce modèle est-il capable de prédire le futur ? Puisque pour réaliser cette tâche, il a besoin de connaître l'état initial du système. D'accord ? Alors que, par exemple, dans le cas de la météo, on n'a pas une connaissance parfaite de cet oignon et de toutes les valeurs à tous les endroits. Okay ? Tout ce qu'on observe, ce sont des observations partielles, par exemple collectées par un satellite. Donc ici, vous avez un satellite qui est en train de tourner autour de la Terre, qui va observer ce qui se passe en dessous de lui. Et donc il va pouvoir faire des mesures sur l'état en dessous de sa position, mais il ne va rien observer au-delà de sa position. Donc ça veut dire que tout ce qui est au-delà n'est pas vu, n'est pas mesuré. Donc on a ici, par exemple, donc là on est dans le cas d'observation partielle du système. Et donc ça c'est un problème qu'on appelle le problème de l'assimilation de données, où on a une séquence d'observations, parce qu'on a un instrument qui en continu va collecter des observations, et en parallèle de ça, on a aussi un système qui lui-même évolue. L'état atmosphérique n'est pas statique, c'est un système qui évolue dans le temps. D'accord ? Donc on a ces deux trajectoires de valeurs, et le problème central de l'assimilation de données, c'est d'essayer de reproduire ou d'imaginer les trajectoires du système, par exemple atmosphérique, à partir de trajectoires d'observation collectées par un satellite. Okay ? Et là, vous devinez peut-être où je veux en venir. Ce serait bien si on pouvait simuler les trajectoires de système et puis les guider comme on peut guider un modèle de diffusion, à partir d'un contexte, qui correspond aux observations de satellites. Et c'est exactement ce qu'on a fait il y a 2 ans avec François, un de mes chercheurs, où on a proposé une méthode à partir d'un modèle de diffusion qu'on va apprendre ou qu'on va entraîner à régénérer des trajectoires d'un système. Donc, par exemple, ici, c'est un problème un peu jouet, mais qui simule un fluide. Donc, on est capable de générer, avec un modèle de diffusion, un fluide et l'évolution de ce fluide. Et alors, le problème qu'on voulait résoudre, c'est OK, imaginons maintenant qu'on n'observe pas complètement ce fluide, on a seulement accès à quelques observations, pas forcément à tous les pas de temps. Et les observations qu'on a, elles ne sont pas forcément sur tout le système, peut-être juste une zone au centre. Et ce qu'on observe en plus, ce n'est pas de très haute résolution. OK ? Et donc, le problème, c'est, étant donné ces 3 observations, qui dans la réalité est réellement tout ce dont on a accès, essayer d'imaginer une trajectoire du système, comme celle-ci, qui est compatible avec les observations qu'on a collectées.
Et donc, si on fait toute notre popote, où on entraîne un modèle de diffusion à générer les trajectoires X que vous voyez au-dessus, qu'on conditionne sa génération aux observations Y que vous voyez juste en dessous, eh ben, ça nous donne, par exemple, ici 3 trajectoires aléatoires. Donc, vous pouvez réellement voir ça comme un modèle de diffusion qui génère des vidéos à partir non pas de texte, mais à partir d'observations, comme les observations Y. Et ce que vous voyez sont 3 trajectoires qui sont compatibles avec ces observations. Et vous verrez qu'en leur centre, les 3 trajectoires sont les mêmes, mais quand au niveau de leur bord, elles sont assez différentes parce que là, elles ne sont pas contraintes par les observations. Donc ça, on a travaillé dessus il y a 2 ans, on était assez content du résultat. Depuis, ce travail a été réutilisé par plusieurs groupes, NVIDIA notamment, qui l'a utilisé pour faire un modèle régional émulé de la météo, ici sur un État américain, l'État de l'Oklahoma. Ils ont exactement repris notre approche, code source, ils ont juste changé les données. Ils ont appris un modèle de trajectoire de l'évolution atmosphérique au niveau de l'Oklahoma, qu'ils ont pu ensuite conditionner, par exemple, à des observations collectées par des stations météo au niveau du sol. Et ça donne, du coup, des trajectoires qui sont compatibles avec ces observations. Depuis, le même modèle a été réutilisé aussi sur l'Allemagne, et avec Xavier, on a pour projet de refaire la même chose sur son modèle MAR, donc au niveau de la Belgique. Ce qu'on est aussi en train de faire avec toute l'équipe, et certains sont là dans les gradins, c'est d'essayer d'avoir un modèle atmosphérique complet au niveau planétaire, donc avoir un modèle de diffusion de trajectoire complète du système planétaire. Le seul petit inconvénient, c'est que si on s'attaque au système atmosphérique complet, avec une résolution qui est comparable à celle qui est utilisée par exemple pour faire réellement de la prédiction météo, on a des trajectoires qui sont réellement très grandes. Donc pour une grille de 1440 par 720, pour 6 variables, 37 niveaux de pression et un forecast de 14 jours avec un pas horaire, vous avez des trajectoires qui comptent de l'ordre de 77 milliards de valeurs. Donc on veut faire des vidéos de cette taille. C'est un peu compliqué. Et donc l'approche qu'on est en train d'explorer, c'est une approche assez similaire à ce qui est fait dans Stable Diffusion pour les connaisseurs, où on ne va pas directement essayer de générer des trajectoires ou des vidéos dans l'espace original, mais en fait, on va venir en amont, venir compresser les images avec ce qu'on appelle un auto-encodeur. C'est un autre réseau de neurones dont le but va être de compresser chaque image, idéalement sans perte d'information. Et puis ensuite, si on arrive à compresser les données avec un facteur assez important, eh bien on peut imaginer alors faire un modèle de vidéo dans l'espace compressé. Et donc c'est ce qu'on est en train de faire, et depuis quelques jours, et c'est une petite exclusivité pour vous, on arrive à générer des vidéos. Donc ici, c'est une vidéo pour 25 des variables, avec des variables de surface sur la rangée supérieure, ensuite des variables atmosphériques sur les 4 autres rangées pour différents niveaux de pression, où vous retrouvez la température, les vitesses du vent, l'humidité, etc. Donc on est assez content, on commence seulement à pouvoir faire ça. Les modèles de Google, par exemple, ne sont pas capables de le faire parce qu'ils nécessitent l'état initial. Nous, on peut juste générer les vidéos à partir des observations. Donc en conclusion, les modèles de diffusion ne servent pas qu'à générer des belles images. On peut, si ça nous amuse, mais ça sert aussi à résoudre des problèmes inverses qui sont omniprésents dans les domaines scientifiques, comme par exemple en météo. Voilà. Donc si vous avez des questions, je serai là pour le drink, et évidemment maintenant. Et je remercie déjà toute l'équipe qui est derrière ces projets. Merci. Donc maintenant, on va passer la parole à Marie-Laure. Oui, donc moi, je suis Marie-Laure Grégoire, je suis professeure en modélisation des systèmes marins et j'ai une formation d'ingénieur civil en mécanique physique. Et donc, j'effectue des recherches dans la prédiction des océans. Voilà. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Donc, merci de m'avoir invitée aujourd'hui
pour pouvoir parler de la modélisation des océans. Et donc ici, j'ai envie de vous parler des méthodes qu'on utilise déjà depuis très longtemps pour prédire les océans, depuis plusieurs décennies, les méthodes classiques basées sur les équations différentielles et sur l'apport de l'intelligence artificielle pour venir, je vais dire, se combiner à nos modèles pour améliorer leur capacité de prévision. Et donc les travaux qu'on effectue avec Gilles et avec notamment Victor, que je vois là dans la salle, et il y en a d'autres aussi voilà, dans mon équipe. Alors donc voilà, ici je vais aborder plusieurs points importants. Donc d'abord, je vais vous rappeler le rôle de l'océan, mais assez rapidement, dans la régulation du climat de la Terre. J'aime bien faire ça rapidement pour que vous vous souveniez que les océans sont un acteur majeur de la régulation de notre climat, et on va voir pourquoi. Ensuite, je vais vous parler de notre capacité à observer les océans qui a été révolutionnée depuis environ une vingtaine d'années. Et ça explique pourquoi on peut parler du big data en océanographie et pourquoi l'océanographie est aussi un endroit idéal pour développer les techniques d'intelligence artificielle. Et puis, je vais vous parler de la prédiction des océans avec les modèles, je vais dire, classiques basés sur les lois de la physique. J'essaierai un peu de vous expliquer comment ils fonctionnent rapidement. Je pense que c'est toujours intéressant pour que vous voyez d'où ça vient. Et puis, je vous expliquerai pourquoi l'océanographie est un endroit pour faire du big data et pourquoi on parle de grands sets de données. Qu'est-ce que ça veut dire? Grand set de données, il y a trois points clés à pouvoir cocher pour pouvoir parler de big data. Et je vais donc vous dire pourquoi en océanographie on parle du big data aussi. Et puis je vais illustrer quelques rôles de l'intelligence artificielle en océanographie. C'est évidemment pas exclusif, mais c'est une overview de quelques cas où l'intelligence artificielle est vraiment peut apporter beaucoup en océanographie, sur lequel il y a beaucoup de recherches pour le moment. Et puis après, je vais vous parler de l'océan digital, qui est une priorité pour l'Europe. Et là, je voudrais aussi vous tenir au courant que l'Europe est vraiment leader dans la création de la Terre digitale, avec le projet Destiny Earth, mais aussi de l'océan digital, où là, on va voir ensemble les méthodes classiques et les méthodes de l'IA qui vont se combiner, les méthodes du numérique, du big data, pour créer un océan accessible, avec une information accessible à tous. Et là, je voulais quand même vous en parler parce que je pense que c'est vraiment important. Et on peut en être fiers. Alors, d'abord, l'océan dans la régulation du climat. L'océan est un important régulateur du climat, de notre climat, de la température de notre atmosphère. Pourquoi? Deux raisons essentielles. L'océan absorbe un quart des émissions de gaz à effet de serre. Donc un quart du CO2 qui est rejeté par l'homme, donc d'origine anthropogénique, est absorbé par les océans, plus ou moins. Donc ça se chiffre à plusieurs milliards de tonnes de carbone depuis 1750. Donc c'est énorme. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi ici. Parfois je l'explique dans certaines conférences, mais là vous acceptez, si vous voulez, on peut en discuter après. Et je vous expliquerai pourquoi les océans absorbent aussi bien le CO2. En plus de ça, les océans ont absorbé la grande partie, 93% de la chaleur anthropogénique émise par l'homme dans l'atmosphère. Alors pourquoi? Parce que l'océan a une masse beaucoup plus grande que l'atmosphère, environ 300 fois, et parce que la capacité thermique de l'océan est environ 4 fois plus grande que celle de l'atmosphère. Donc 300 fois 4, ça fait 1200 fois plus élevé. Donc ça veut dire qu'un océan, vous pouvez le réchauffer beaucoup plus longtemps, il va absorber beaucoup plus de chaleur avant que sa température varie, et donc ça fait en sorte qu'il a absorbé beaucoup de notre chaleur. Donc c'est énorme. Et donc l'océan est un régulateur important de notre climat. Ça, on le sait. Je pourrais vous l'expliquer aussi. Donc il est important d'observer l'océan, de comprendre l'océan, de prédire l'océan. Alors l'observation. L'observation, on est vraiment dans un nouveau paradigme dans notre façon d'observer l'océan. Prenez la première expédition océanographique en 1872, qui a duré 4 ans, l'expédition Challenger. Donc avant, on connaissait l'océan comment? Il fallait aller en mer, il fallait faire une expédition. Et donc vous voyez le type de données que vous avez donc à droite. Vous voyez la carte qui a été reconstruite à partir des données qui avaient été prises par bateau. Maintenant, voilà où on en est. Donc maintenant, on observe l'océan depuis l'espace, les satellites. Donc aussi, à nouveau, la Commission européenne a lancé le programme Copernicus de surveillance de l'environnement, donc de la Terre, de l'atmosphère, de la biosphère, etc. Et ça veut dire qu'il y a eu 14 satellites qui ont été lancés. C'est un programme extrêmement ambitieux de la Commission européenne. Et pour l'océan, on s'est observé depuis l'espace sa température de surface, évidemment, dans l'océan, la salinité, pas directement, mais bon, voilà, on observe, je vais dire, des grandeurs qui vous permettent
en utilisant les fameux modèles inverses dont j'ai parlé, de reconstruire ce qu'il y a dans l'eau. Et on en reviendra là-dessus parce que c'est important. Le satellite, qu'est-ce qu'il voit? Il voit certaines informations qu'il faut après reconstruire et d'essayer de déterminer, ben voilà, on a tel type de lumière qui sort de l'océan, ça veut dire que dans l'océan, on a tel type d'organisme. C'est de ça qu'on parle et pour ça, on a besoin de modèles inverses qui peuvent être de l'IA ou différents de l'IA. Et puis voilà, donc l'océan, donc beaucoup d'observations. Et donc on est passé d'un océan, vous avez vu, vous vous souvenez, où on voyait juste quelques transects, à cela. C'est le niveau de détail qu'on peut voir par satellite, c'est énorme. On voit des choses à l'échelle de quelques mètres maintenant dans les zones côtières. C'est quelque chose qui a une révolution complète. Et donc là, je voudrais aussi attirer votre attention sur un type d'observation satellitaire, c'est ce qu'on appelle les données hyperspectrales. Alors c'est quoi? Ça veut dire que maintenant les satellites savent voir la composition en longueur d'onde, mais très fine, de la lumière émise par l'océan. Alors ça c'est important. Pourquoi? Parce qu'à partir de toute cette information, vous savez déterminer ce qui est dans l'océan avec beaucoup de détails, parce que vous savez faire la différence entre les différentes espèces en utilisant des modèles inverses à nouveau. D'accord? Et donc là, on a des missions. L'hyperspectrale, c'est les tout nouveaux satellites qui vont arriver. On a une mission de la NASA, la mission PES, qui est pour le moment en cours et qui va nous donner des informations sur la biodiversité de l'océan. On espère beaucoup de ça. Et vous devez aussi savoir que la région wallonne est très active dans le développement de capteurs hyperspectraux. Ensuite, on observe les océans depuis l'espace, mais aussi sur site. Alors, sur site, il y a une grande révolution. On n'est plus évidemment, il y a les bateaux, parce que les bateaux nous donnent toujours une information qu'on ne peut pas avoir avec les capteurs dont je vais vous parler ici. Donc, c'est toujours très important. Mais en plus de ça, on a toute une série de capteurs autonomes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des capteurs qu'on peut préprogrammer et qui peuvent alors bouger dans l'océan, changer leur flottabilité. Et là, vous voyez les fameuses bouées Argo en jaune, qui est une réussite, c'est un programme international. L'Europe est aussi leader là-dedans, la France essentiellement. Et donc, c'est des genres de bouées qui changent leur flottabilité, qui plongent dans l'océan à 2000 mètres de profondeur et puis qui remontent. Et quand elles remontent, elles sont équipées de toute une série de capteurs qui vont enregistrer des informations optiques, etc., sur ce qui est dans l'eau. Et à partir de ça, vont reconstruire aussi ce qui est dans l'eau, vont émettre leurs signaux d'abord par satellite. Et directement, quand l'Argo remonte en surface, elle communique par satellite, le satellite vers la côte. Et donc, en temps réel, vous savez voir ce qui se passe au milieu du Pacifique. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Ces informations, grande quantité d'informations disponibles en temps réel pour la prévision. Gilles a parlé des données, Xavier va en parler aussi. C'est une révolution. Ça veut dire que vous savez corriger vos modèles tous les jours maintenant. Donc ça, c'est énorme. Et donc, vous voyez plus ou moins la couverture des données des flotteurs dans l'océan. Ça sent beaucoup, ce n'est pas encore assez, mais c'est quand même beaucoup mieux qu'avant. D'accord? L'océan est énorme, évidemment. Vous avez aussi les drones sous-marins, etc. La prédiction. Alors, la prédiction, maintenant... Alors, la planète numérique, donc Gilles a montré cette planète numérique, des genres de cubes, etc. Il y a toute une série d'informations. On a ça pour l'atmosphère, mais on a ça aussi pour l'océan. Et donc la question qu'on va aborder maintenant, c'est comment passe-t-on d'un océan observé, donc figure de gauche, ouais, vous voyez ici une figure, imaginons que ce soit des données satellitaires au niveau de l'océan, et comment vous arrivez à faire des modèles. Alors, les modèles numériques, les modèles océanographiques numériques, ce sont les modèles qu'utilise pour le moment le GIEC. Ce sont des modèles qui sont basés sur les lois de la physique et qui, à partir d'une connaissance initiale du système et à partir d'équations différentielles d'évolution qui sont basées sur les lois de la physique, va vous prédire l'état futur de l'océan. Donc, ce sont des modèles qui sont, comme on dit, à valeur initiale, c'est-à-dire que vous donnez l'état initial, vous avez des équations différentielles et le système. Vous utilisez des super ordinateurs, comme on a aussi en région wallonne, et grâce à ça, vous faites de la prévision. Alors, comment a-t-on évolué au niveau des modèles? Même chose que pour les OPS. On est passé de modèles qui avaient des résolutions extrêmement grossières, de plusieurs dizaines de kilomètres. Dans les années 70, la science de la prévision était déjà en développement. Et alors, on est arrivé maintenant à ce que vous voyez à droite, c'est-à-dire qu'on a des modèles qui voient de plus en plus de détails. Donc voilà. C'est quelque chose. Les modèles aussi. Pourquoi est-ce que les modèles ont pu voir de plus en plus de choses? Grâce aux supercalculateurs.
Voilà, et donc par exemple ici j'aime bien montrer cette figure de la circulation globale océanique qui est délivrée par le centre de prédiction Copernicus, donc de la Commission européenne. Et vous voyez là une prévision à 7 jours des courants de surface dans l'océan. Où vous voyez que c'est rouge, c'est l'équateur, vous avez des courants qui sont extrêmement intenses, et puis vous reconnaissez alors donc les différents océans, le Pacifique au centre, et puis l'océan Atlantique à droite et l'Indien à gauche. Et donc Copernicus tous les jours vous donne des prévisions sur l'océan global et sur toutes les mers régionales européennes, plus l'océan Arctique. Alors, comment ça fonctionne? Alors, je vais être rapide. Il faut que vous sachiez que les équations différentielles, l'évolution des équations différentielles a vraiment permis de révolutionner la modélisation. Alors, c'est quoi le principe? Le principe donc, de toutes ces équations, elles sont basées sur les lois de la physique, conservation de la quantité de mouvement, conservation de la quantité de masse. Et donc, ce que vous faites pour les différentes variables géophysiques de l'océan, température, salinité, plancton, etc., vous déterminez comment ces variables varient simplement, et vous dites simplement, si j'ai une masse d'eau, la variation de plancton dans cette masse d'eau-là va être le résultat de quoi? Va être le résultat d'un apport par l'eau, d'un export vers une autre région, et aussi de processus locaux pour le plancton, la photosynthèse, la consommation par les animaux, etc. D'accord? C'est ça qui est mis en équation là. Donc la première, c'est la variation dans le temps. Les deuxièmes, c'est des transports. D'accord? C'est le transport horizontal et vertical moyen. Ensuite, on a ce qu'on appelle la sédimentation, c'est-à-dire quand vous avez une particule plus lourde, elle va couler. C'est ce qu'on représente avec l'équation. Le terme membre de droite, le fameux Q, c'est la photosynthèse, c'est la respiration, c'est le processus biologique si on s'intéresse à une variable biologique, c'est les forces si on s'intéresse à la physique. Et à droite, vous avez la diffusion. Alors, c'est quoi la diffusion? Vous en avez entendu parler beaucoup. Ben, chez nous, en océanographie, dans ces équations-là, c'est les processus qu'on ne veut pas représenter avec beaucoup de détails parce que vous ne savez pas tout représenter. C'est impossible depuis le processus à l'échelle du centimètre jusqu'au processus à l'échelle de 10 km. Ce n'est pas possible. Il faut que vous vous disiez, ben voilà, je m'intéresse surtout au kilomètre et ce qui est en dessous, je vais essayer de représenter ça plus ou moins. Et là, l'IA va intervenir. Parce que nous, pour le moment, le plus ou moins, on utilise toujours la loi de Fick d'il y a très longtemps. C'est-à-dire qu'on se dit, ben voilà, ces processus qu'on ne résout pas, on va représenter leur effet moyen. On n'est pas intéressé de connaître ce qu'ils font exactement, mais une moyenne. Et c'est quoi la moyenne de ces processus à plus petite échelle? Ils vont dans tous les sens, ils sont aléatoires, c'est de mélanger. Mélanger, diffuser. Donc la diffusion. Et donc on les représente sous forme, le dernier terme, d'un mélange par diffusion qu'on représente depuis toujours par ce terme-là, c'est-à-dire un coefficient de diffusion et un terme de gradient. On sait que ce n'est pas très juste. Voilà, Gilles le disait, oui, il y a des points faibles, oui, il y a des points faibles, et là, c'est un point faible. C'est aussi un point faible, le terme de biologie, il y a un point faible aussi, on ne connaît pas tout. La biologie nous donne quelques infos en labo, mais on ne connaît pas tout. Et il y a des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas mettre en équation, et pour ça, l'IA va pouvoir nous aider à déterminer s'il y a des choses qui sont importantes, etc. Donc là, on ne connaît pas tout, c'est certain, on a des points faibles. Et donc voilà, océanographie prévisionnelle, nos modèles, toutes ces équations pour chaque variable, les observations, vous les avez vues, on mélange tout et on va revenir là-dessus, et on prédit. Et alors normalement, il y avait une animation, et qui ne marche pas, c'est pas grave. Mais donc, ce que vous auriez vu, c'était l'évolution de la Terre, de l'océan, dans les différentes couleurs. Et là, je vous donne juste un exemple. À gauche, vous voyez ce qu'on appelle l'océan bleu. L'océan bleu, c'est la physique, c'est la température de l'eau, la salinité, c'est les courants, évidemment, l'élévation de la mer, les vagues. L'océan vert, c'est la plancton, c'est la production, c'est les nutriments, les nitrates, etc. Et c'est celui de droite, l'océan vert. Et puis on a l'océan blanc, qui est la couverture de la glace de mer. On s'intéresse aussi à la dérive des icebergs et à la prévision de la glace de mer dans Copernicus. Et ça, il faut que vous sachiez, tous les jours, Copernicus vous délivre des informations comme un service météo accessible à tout le monde. Je vous donnerai le QR code et vous pourrez aller voir. Alors, maintenant, un grand set de données en océanographie. Est-ce qu'on peut bien parler de big data en océanographie? Alors, pour être du big data, j'ai regardé. Et alors, il faut un grand volume de données. On parle de terabytes ou de pétabytes. Une grande vitesse d'échange. Vous avez vu temps réel, on est dans du temps réel. Et beaucoup de données différentes. Et donc là, on est complètement là-dedans.
au niveau du volume de données, on a 11,7 pétabytes de données dans Copernicus avec 7 milliards de demandes et 2000 à 4000 utilisateurs par jour. On a beaucoup de variables, salinité, température, donc hétérogénéité complète des différentes variables. Très haute résolution, vous l'avez vu, il nous faut les données tous les jours, tout le temps, et donc on est bien dans du big data, et donc l'océanographie doit faire face au problème du big data, c'est-à-dire la capacité d'analyser et de traiter, et là, on a bien besoin de toutes les compétences pour pouvoir y arriver. La mise à échelle des infrastructures, c'est-à-dire des ordinateurs, des espaces de stockage, c'est inimaginable, tout doit évoluer, et puis la sécurité, évidemment. Et donc maintenant, le rôle de l'intelligence artificielle en océanographie. Je vais vous proposer quelques exemples. Un, le problème de fermeture. Alors, c'est quoi la fermeture? C'est en fait ceci, ce terme-là dont je vous avais parlé, la diffusion. C'est ce qui vient un peu fermer le modèle, c'est ce qu'on ne connaît pas bien, qu'on ne veut pas représenter exactement, mais on sait que ça a de l'influence, donc on voudrait quand même bien le mieux le représenter. Donc la fermeture, je vais vous en parler. Ensuite, pour prédire l'état, aussi pour prédire, on aura besoin de l'IA et on travaille main dans la main avec l'IA, assimiler les données. Et je vais vous expliquer pourquoi et rendre les outils plus accessibles. Et là, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Alors, ici, je reprends des slides de Victor, suite à un projet de recherche qu'on avait monté ensemble, qui était de savoir représenter les processus des toutes petites échelles. Alors, je vous explique. Donc, sur la figure du milieu, vous voyez une représentation de l'océan, mais on dit l'océan mésoéchelle. Ça veut dire quoi mésoéchelle? Ça veut dire que vous voyez des processus qui ont une taille de l'ordre de quelques kilomètres. À droite, vous voyez beaucoup plus. Vous voyez des processus, comme on dit, de la sous-mésoéchelle, vous êtes inférieur au kilomètre. Vous vous rendez compte que c'est important. C'est important, mais on ne sait pas le représenter. C'est impossible. Enfin, on saurait, mais pendant 1 an de simulation, si on veut représenter ça pour 100 ans, on ne saurait pas. Or, malheureusement, ils ont de l'importance, ces processus-là. On a montré qu'ils influençaient la capacité de l'océan à séquestrer du carbone, la capacité à séquestrer la chaleur. Donc, il faudrait quand même mieux qu'on les représente un peu mieux. Et donc, voilà, c'était le sujet qui nous avait intéressés. Donc, ici, on avait nos équations, comme vous les avez vues au départ, elles sont ainsi. Et donc, c'était celles qu'on avait vues qui sont réécrites, elles sont comme ça au départ. Et on sait que si on fait une simulation à très très haute résolution, c'est-à-dire qu'on sait voir les choses à 300 mètres, on voit le détail, mais on a des temps de calcul, il vous faut 20 jours pour 1 an de simulation. C'est beaucoup trop long. Si maintenant on augmente la taille des cubes, si vous voulez, et qu'on est à l'échelle du kilomètre, à ce moment-là, on ne voit pas, donc la sous-mésoéchelle est en rouge, on ne la voit pas, on l'ignore, on la lisse, on ne sait pas ce qu'elle vaut, mais à ce moment-là, on va beaucoup plus vite. Et donc l'idée, c'est de quoi? C'est justement d'essayer d'ajouter un terme à ces équations pour les corriger et pour faire en sorte qu'on représente les termes que l'on ignore lorsqu'on utilise nos modèles classiques qui ont une taille de l'ordre du kilomètre en général. Donc là, voilà, ici, l'utilisation de l'intelligence artificielle serait pour essayer de déterminer la forme du terme S qu'il faudrait utiliser pour corriger nos équations. Alors, comment on ferait? L'idée, c'était de faire tourner un modèle à très haute résolution, mais un temps d'1 an, de comparer ce modèle à très haute résolution avec le modèle à résolution plus grossière et de voir ce qu'il faut ajouter, en gros, au terme d'un modélisation à résolution plus grossière pour avoir des résultats comparables à celui à très haute résolution. Un autre projet qu'on a avec Victor, c'est le projet ESA. Et là, c'est une question de l'ESA, donc Agence spatiale européenne, qui vient vers nous. Et vous savez, les gens qui collectent des données, ils ont envie de montrer que leurs données, ils doivent lancer des satellites, peuvent être importantes pour les utilisateurs. Et donc, ils sont très intéressés à pousser l'utilisation des données le plus loin possible. Et donc, la question que l'ESA nous pose, c'est est-ce qu'on pourrait, à partir de l'observation de la surface de l'océan, voir ce qui se passe dans le fond de l'océan, fond de la zone côtière, à pas 2000 mètres, donc à 50 mètres de profondeur. Donc, question, comment on peut faire? Et donc là, c'est le problème sur lequel on travaille avec Gilles aussi. Donc, Victor et Gilles, c'est une équipe ici à 3. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de voir, est-ce que si on donne comme information à nos modèles diffusifs, parce que maintenant on en est là, si on lui donne comme information la salinité vue par le satellite, la température, la production, etc., est-ce que notre modèle va arriver à voir ce qui se passe sur le fond? Voilà, ça se passe en mer Noire, plateau continental, zone côtière, vous voyez là. Et donc,
On essaye de prédire l'oxygène sur le fond. Ça, c'est le modèle classique qui a représenté l'image que vous voyez à droite. Et on lui donne alors, au modèle diffusif, toute l'information de surface, juste ce que le satellite peut voir, température, chlorophylle, niveau de la mer aussi qu'on a mis, et on essaye de voir ce qu'on va représenter. Et voilà ce que l'IA va donner. Ici, on a l'oxygène, et ici, on a donc la prédiction du réseau. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal, il y a des choses qu'on doit améliorer. Et donc, mais voilà, on est aussi dans le forecast, on prédit sur quelques jours et on compare et on essaie d'ajuster. Alors, il y a aussi une autre question qui peut être importante, c'est la simplification des modèles. Donc, on a des modèles en océanographie où il faut tenir compte de plus en plus de choses. On nous demande de prédire la biodiversité, on nous demande de prédire différents éléments importants, le carbone, l'oxygène, le phosphore, etc. Et donc, mais évidemment, on a des limites de ressources. Et donc, l'idée, ce serait de simplifier des modèles, de partir de modèles compliqués et de voir comment on pourrait remplacer tous ces processus complexes pour arriver à un modèle plus simple qui tourne plus vite. Alors, il y a aussi l'assimilation de données, c'est le dernier exemple que je vais vous donner. Donc, l'assimilation de données, c'est quoi? Gilles en a un peu parlé. Donc, en fait, c'est la combinaison des données et des modèles. Donc, puisque on connaît plein de choses sur l'océan, l'idée, c'est tout intégrer au mieux. Au mieux, on va voir ce que c'est au mieux, pour avoir une estimation plus précise de l'état de l'océan. Donc là, c'est ce qui est proposé ici. Alors, comment ça fonctionne? L'assimilation de données, je vous explique vraiment rapidement. Donc, vous voyez le graphique à droite, c'est le temps. Et ici, l'abscisse, c'est une variable, la température, par exemple. La courbe en noir pointillé, c'est le modèle sans correction. Et vous voyez les étoiles, c'est les OPS. Et donc, vous voyez qu'en T1 et en T2, en deux moments, vous avez des observations que vous comparez à votre modèle. Et donc, vous voyez qu'en T1, il y a une différence. Donc, le modèle et les OPS ne sont pas bonnes. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de corriger l'état du modèle. Alors, la question est comment corriger? Comment on corrige? Quand c'est la température, c'est encore assez facile parce que le modèle prédit la température. Mais quand c'est, par exemple, des données de lumière, etc., il faut essayer de lier l'observation à ce que nos modèles savent prédire. Et là, c'est très compliqué. Et donc là, à nouveau, l'IA peut nous aider à voir comment inverser l'observation vers ce qu'on simule par nos modèles. Et là, c'est un projet que j'ai aussi avec Gilles, avec une postdoc russe, Polina Verzemeskaya, où on s'intéresse aux données hyperspectrales, je vous ai dit hyperspectrales, les données satellitaires, et à partir de ces données-là, on essaie de les utiliser pour corriger ce qu'on représente dans notre modèle océan, c'est-à-dire les différentes espèces de plancton dans l'océan. Voilà, je termine avec l'océan digital. Donc l'océan digital, qu'est-ce que c'est? On entend beaucoup l'océan digital. Alors, qu'est-ce qui vient en première idée, je vais dire, c'est d'explorer des données. Évidemment, donc vous avez une interface web, vous allez visualiser des données. Je vais vous montrer d'ailleurs juste après, pour conclure, comment vous allez explorer les données de Copernicus. Mais maintenant, c'est bien plus que ça. C'est bien plus qu'explorer. Là, à nouveau, l'IA est importante, enfin, tous les modèles sont importants, c'est aussi contribuer. Donc ça veut dire que c'est tout le monde, tous les gens qui modélisent, n'importe où, peuvent contribuer à cet océan digital en soumettant leurs données, en soumettant leur code. Évidemment, pas n'importe comment, il faut des règles, etc. Mais l'idée, c'est de permettre aux utilisateurs aussi et aux développeurs n'importe où de contribuer de manière plus ou moins automatique. Ça permet aussi à un utilisateur de créer une application. Donc, par exemple, vous voulez modéliser la mer du Nord, vous pouvez utiliser un outil et vous le développez pour la région que vous voulez étudier et vous le lancez pour la région que vous voulez étudier. On n'en est pas encore là, mais l'idée, c'est d'utiliser tous ces modèles compliqués et de rendre facile à un utilisateur de mettre la latitude, longitude, et faire tourner le modèle comme ça et voir ce qu'il a envie de voir. Donc, c'est vraiment une façon de percevoir l'océan, de jouer avec l'océan. Enfin, c'est plus que ça. Et donc, voilà, pour conclure, donc ici, c'est tous les produits Copernicus que vous pouvez trouver. Et si vous voulez aller voir, voilà le QR code. Vous pouvez aller voir vous-même, vous visualiser, ça vous allez savoir faire, créer, etc. C'est en construction avec un gros projet européen. Merci Marie-Laure. Je pense qu'on peut applaudir une dernière fois Marie-Laure. Et donc, place à Xavier, nous installer.
Bonsoir à toutes et à tous. Donc on va parler un peu maintenant, on revient dans l'atmosphère et on va parler climat et on va parler de projection future. On a parlé beaucoup ici du climat présent, des prévisions météo. Comme il y a eu la question, ça me permet enfin, on a eu la question avec Gilles des modèles globaux. Typiquement, il y a 3 types de modèles globaux. Il y a les modèles du GIEC pour faire des projections futures dans lesquelles il n'y a aucune assimilation de données. Marie-Laure et Gilles ont parlé d'assimilation de données, maintenant vous savez ce que c'est. Il y a les modèles de prévision météo. À ce moment-là, on assimile des données uniquement au premier pas de temps et puis les modèles sont libres. Et comme les équations sont chaotiques, ça part dans tous les sens. C'est pour ça qu'à 14 jours, les prévisions sont mauvaises, il faut le dire. La fiabilité, c'est 3 jours en été et 5 jours en hiver, parce qu'en hiver, la dynamique est plus forte, donc c'est plus facile. Et alors, il y a des réanalyses. Ça, c'est plutôt ce que Marie-Laure a discuté, qui reconstruisent vraiment le climat observé, quoi. Et donc ici, on va discuter des projections futures, et notamment des projections futures qu'on fait avec le modèle MAR. MAR, c'est pour modèle atmosphérique régional, donc c'est le modèle qu'on développe dans mon équipe, qu'on utilise notamment sur la Belgique. Ici, je vais parler de la Belgique, mais on l'utilise aussi en mer du Nord ou en mer Noire pour forcer les modèles de Marie-Laure, ou alors dans les Alpes ou les régions polaires. C'est nous qui fournissons aussi les projections climatiques pour les rapports du GIEC, pour les calottes polaires, quoi. Alors, c'est quoi les projections climatiques? C'est d'abord différents scénarios. Alors, ils portent des noms barbares. Ça s'appelle SSP 126, SP 245, 370 et 585. Ça, c'est les 4 principaux scénarios. SSP 126, c'est les accords de Paris. On limite le réchauffement climatique à 1,5 degré à la fin du siècle. SSP 585, c'est le pire, business as usual, celui que Trump veut suivre. Voilà. Et nous, je ne vous cache pas que pour le moment, le scénario le plus probable, c'est le SSP 3. Globalement, c'est une trajectoire à plus 3 degrés à l'échelle globale. Alors, le GIEC, pour les quelques scénarios, ici les 4 principaux, ont fait tourner des modèles globaux, mais qui ont des résolutions très grossières, typiquement 100 à 200 km de résolution. Il y a une quarantaine de modèles globaux qui sont disponibles, typiquement 1 par pays. En Belgique, on n'en a pas, mais en France, il y en a 2, en Angleterre, il y en a 2, et ainsi de suite. Et voici un exemple. Et nous, alors, avec le modèle MAR, on va faire un zoom de ces modèles-là sur une région donnée. Et ici, en l'occurrence, sur la Belgique, à 5 km de résolution. Et voici typiquement un exemple d'un événement extrême pluvieux type juillet 21, ici prévu en 2034, par le modèle global MPI, ce modèle allemand. Et c'est la même échelle de couleur. Et voici le zoom avec le MAR sur la Belgique, où sur 3 jours, il simule un pic de précipitation de 200 mm sur le Morille, sur les Hauts-de-Fagne, comme on a observé en juillet 21. Et vous voyez tout de suite la différence de résolution, et vous voyez que cet événement, il est extrême dans le modèle régional, et il n'est pas extrême dans le modèle global. Dans le modèle global, l'Ardenne culmine à 300 mètres d'altitude, donc on n'a pas l'effet de relief que le modèle MAR va représenter. Parce que l'événement juillet 21, c'est comme à Valence, ici en automne, ce sont des événements pluvieux qui sont aussi liés au relief qui va bloquer les précipitations. Alors, du coup, pour la région wallonne, on a eu une demande de faire des projections futures qui seront disponibles sur le site Wallon Map de la région wallonne. Donc, chaque commune, vous pourrez aller accéder dans votre commune quel climat vous allez avoir en 2030 et ainsi de suite, les changements de précipitation, température et ainsi de suite. Et voici par exemple l'évolution de la température à Liège. En bleu, les observations, et puis en rouge, des projections futures. En projection future, comme il y a plusieurs modèles globaux, on a forcé le MAR, on a sélectionné juste 6 modèles globaux et on a fait les petites courbes en pointillés, et en rouge plein, c'est la moyenne d'ensemble, c'est simplement la moyenne des 6 simulations. Alors quel est le problème? Le gros problème en modélisation, c'est le temps de calcul. Pour faire une courbe, là, la courbe comme ça, 120 ans de simulation, il faut 2 semaines de calcul sur 100 CPI. Or, il est clair que faire ces genres de calculs, ça contribue à l'effet de serre, et on utilise nos modèles pour prévoir le changement climatique. Et donc, il y a un certain paradoxe chez les climatologues, c'est qu'on est les plus gros utilisateurs du calcul intensif qui lui-même contribuent au réchauffement climatique. Je ferme la parenthèse. Mais, faute de ça, on est quand même obligé de savoir ce qui va nous arriver. Voici, ça c'est pour la température, et vous voyez que les modélisations sont relativement d'accord entre eux. On a un écart typiquement de 1 degré entre les différents modèles. C'est assez cohérent. Et on va regarder, par exemple, ce qui se passe dans un monde à plus 3 degrés, c'est-à-dire en 2061. Quand je dis un monde à plus 3 degrés, c'est au niveau, pour le GIEC, c'est une température globale sur Terre plus 3 degrés par rapport à 1850. Alors chez nous, un monde à plus de 3 degrés, qu'est-ce que ça va donner? Au-dessus, c'est les changements de température annuels et en été.
et puis en dessous, c'est les changements de précipitation annuels et en été, en pourcent. Alors tout d'abord ici, moi, ma période de référence, c'est 80-2010, c'est le climat qu'on a plus ou moins connu, ce n'est pas 1850. Donc si vous voulez faire par rapport à 1850, il faut rajouter 1,3 degrés sur mon échelle de couleur. Et typiquement, un monde à plus 3 degrés, c'est une Belgique à plus 3 degrés, et vous voyez même à l'échelle de la Belgique, on a des grosses différences. Vous voyez que la basse Belgique se réchauffe beaucoup moins que l'Ardenne, par exemple. On le voit très bien à l'échelle annuelle, et on le voit aussi très bien en été. Vous voyez que l'été se réchauffe beaucoup plus vite, beaucoup plus que la température annuelle. Pourquoi les étés se réchauffent plus vite? Parce que globalement, les étés vont devenir plus secs, moins de nuages, plus ensoleillés, ce qui emballe les températures chez nous. Donc ici, vous voyez tout de suite l'intérêt d'un modèle régional, c'est que vous voyez que même à l'échelle de la Belgique, l'Ardenne, le réchauffement en Ardennes est complètement différent du réchauffement au stand, où là, on a l'océan qui tempère le réchauffement climatique. Alors maintenant, je vais parler un peu des précipitations, parce que je vous ai dit, au niveau température, ça colle assez bien, c'est fiable. Par contre, au niveau des précipitations, effectivement, en moyenne, quand on fait la moyenne de toutes nos simulations, on a une diminution légère, là, 10-15%, des précipitations en été. Mais qu'en est-il vraiment? Alors, une première incertitude, c'est évidemment la variabilité interannuelle, parce qu'ici, j'ai fait une moyenne sur 30 ans, ça lisse tout le bazar. Si on regarde de manière interannuelle, vous avez des étés parfois chauds, et des étés froids, des étés humides, des étés plutôt secs. Et comment est-ce que ça va évoluer, ça? Cette variabilité interannuelle, ça c'est plutôt la variabilité naturelle du climat. Donc, c'est une première incertitude. Et ça marche assez bien. Vous voyez au-dessus la probabilité sous le climat présent d'avoir un été sec et d'avoir un été humide. Et au-dessous, la même chose dans un monde à plus 3 degrés. Et vous voyez que dans un monde à plus 3 degrés, le signal dominant, on aura un été sur 3, parce que ici c'est des pourcents, qui sera sec, mais on aura toujours des étés très humides, comme juillet 21. Et vous voyez que la probabilité d'avoir des étés soit humides, soit secs va augmenter. Donc on va avoir des étés de plus en plus contrastés, soit très humides, soit très secs. Ça, c'est la variabilité interannuelle. Mais maintenant, si on regarde un petit peu plus en détail, sur vraiment les différentes courbes, voici les simulations pour Liège, les changements de précipitation pour Liège, et nos 6 simulations qu'on a utilisées ici. Et vous voyez que là, par contre, l'accord entre les modèles, c'est loin d'être clair. Effectivement, si on fait la moyenne, on voit qu'il y a une tendance vers la diminution, mais suivant les modèles, vous voyez qu'on a des réponses complètement différentes, et donc l'incertitude ici est beaucoup plus élevée que pour la température. Et alors, si on regarde même à l'échelle de la Belgique, voici ce que les 6 modélisations prévoient sur la Belgique. Et vous voyez qu'il y a un modèle qui simule, lui, une augmentation des précipitations, alors que les autres, c'est plutôt une diminution. Et si vous allez, par exemple, je sais pas moi, au Luxembourg, il y a certains modèles qui vont simuler pas de changement de précipitation, alors que celui du dessus, par exemple, lui, un gros changement de précipitation. Et donc, il est clair que quand on voit ceci, si on s'intéresse aux précipitations, 6 simulations, ce n'est pas assez. Il faudrait beaucoup plus. Et alors ça, c'est un exemple, ça c'est simplement les précipitations en été en moyenne. Et si on s'intéresse maintenant à des événements extrêmes type juillet 21, où il est tombé 200 mm sur 3 jours, juste pour indication, c'est la même échelle de couleur, à gauche, en dessous là, c'est les quantités moyennes de précipitations qu'on a en moyenne en juillet. Vous voyez qu'il est tombé en 3 jours, 2 fois ce qui tombe en mois de juillet. Alors cet événement-là, on peut le remettre dans le passé, et voici les petits bâtonnets bleus, c'est les événements extrêmes de précipitation moyennée sur la vallée de la Vesdre depuis 1950, observés. Alors vous voyez qu'il y a 2 événements qui ressortent en 82 et en 98, où la vallée de la Vesdre avait été inondée, et puis juillet 21 qui est largement au-dessus du lot. Évidemment, il y a une partie de ça qui est due au réchauffement climatique. Plus l'atmosphère est chaude, plus elle sait contenir de la vapeur d'eau, et donc s'il y a précipitation, elles seront plus intenses. Et le réchauffement climatique a tendance à diminuer la dynamique atmosphérique, et donc les systèmes météo restent plus longtemps sur place. Et donc, ce n'est pas exceptionnel d'avoir un événement pluvieux extrême dans la vallée de la Vesdre, mais par contre, avec le réchauffement climatique, cet événement-là a été amplifié. Alors, on pourrait regarder, se dire évidemment, et ça nous a été demandé aussi, est-ce que cet événement-là va de nouveau avoir lieu, ou va même s'intensifier? Alors, voici un scénario, forcé par le modèle allemand de nouveau, avec pour les 4 scénarios, donc les rouges, c'est les extrêmes, et le bleu, c'est les accords de Paris. Donc les mêmes bâtonnets bleus, et en noir, en black, là, j'ai mis les événements qui étaient similaires à celui de juillet 21. Et vous voyez que dans ce cas-ci, par exemple, il y a uniquement dans les scénarios pires qu'on a ce genre d'événement-là. Ça, c'est une première modélisation, et vous voyez que ça n'a lieu qu'une fois sur les 100 ans de simulation.
Donc évidemment, c'est quelque chose qui est très localisé dans le temps. Mais maintenant, si je prends une autre modélisation, ben là, vous voyez que ça arrive dans tous les scénarios, et que même c'est dans le scénario des accords de Paris où ça a lieu quasi tous les 25 ans. Vous voyez ? Et donc à ce moment-là, la réponse est complètement différente. Le gros problème ici, c'est que comme mon modèle est déterministe, j'ai une seule simulation, enfin j'ai 6 simulations, je ne peux faire que compter les événements que le modèle fait pour avoir des probabilités. Et du coup, vous voyez tout de suite l'intérêt de l'intelligence artificielle ici, c'est qu'elle va nous permettre d'améliorer significativement nos estimations. Tout d'abord, vous avez vu 6 projections climatiques sur la Belgique, ce n'est pas suffisant. Et donc avec Gilles, on a l'idée d'entraîner le modèle pas sur le climat observé, mais sur nos projections climatiques. Et donc pour répondre aux questions au-dessus, si on entraîne l'intelligence artificielle déjà sur des conditions futures, a priori, le modèle sera aussi fiable dans les conditions futures. Ce qui est différent de l'entraîner sous le climat présent et de l'utiliser pour faire du futur. Donc ça, c'est une première estimation. Et donc on va essayer de copier le MAR en utilisant d'autres modèles globaux du GIEC jusqu'en 2100 pour avoir d'autres estimations. Par exemple, est-ce que avec d'autres simulations, enfin d'autres modèles du GIEC, est-ce qu'on a une diminution des précipitations en été ou pas en moyenne? L'intelligence artificielle aussi va permettre de rajouter une probabilité. Ici, moi, mon modèle, j'ai 6 projections, je calcule la moyenne, ou je calcule le nombre d'événements de juillet 21 qu'il y a dedans, mais il n'y a pas de probabilité, ce n'est pas assez pour faire des probabilités, il n'y a pas assez d'événements, il n'y a pas assez de données, alors que l'intelligence artificielle permet d'avoir une probabilité. Elle nous dira, en 2003, la probabilité d'avoir un événement type juillet 21, ce sera de X%, en 2040 de X%. Pour le moment, on est incapable de le faire, on n'a pas assez de données pour le déterminer, quoi. Alors pour répondre aussi à la question, effectivement, l'intelligence artificielle, comme elle est basée sur de l'observation ou sur quelque chose qui est déjà modélisé, elle ne va pas pouvoir anticiper ou générer des événements qui seraient plus extrêmes que ceux qui sont dans son entraînement, dans cette base de données entraînement. Mais par contre, l'intelligence artificielle va permettre, par exemple, de voir, il y a une condition avec ce modèle-là, en 2070, il y a peut-être un événement extrême qui pourrait arriver. À ce moment-là, ça permet de sélectionner cette période-là. On fait tourner le modèle physique qui, lui, a priori, est peut-être meilleur pour générer des nouveaux risques ou des nouveaux événements extrêmes qui ne seraient jamais arrivés. Et comme ça permet de limiter nos projections, parce que pour le moment, j'ai dû faire tourner mon modèle 120 ans, et puis je regarde toutes mes sorties de modèles pour avoir une idée de ce qui va arriver, quoi. Sachant qu'évidemment, dans le futur, il va arriver de nouveaux risques. Par exemple, le risque de feu de forêt va arriver chez nous en Belgique. Et là aussi, il serait intéressant de regarder quelles sont les conditions atmosphériques qui génèrent ce genre d'événement-là. Cet événement-là n'a pas encore été vu, mais il va falloir l'anticiper. Et donc là aussi, l'intelligence artificielle pourrait nous aider, parce qu'on pourrait utiliser l'intelligence artificielle pour détecter les conditions qu'on a en France pour avoir des feux de forêt et les remettre chez nous en Belgique pour avoir une idée si cet événement-là, ce genre d'événement-là, peut encore de nouveau, va arriver chez nous, même si on ne l'a encore jamais observé. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. C'était plus court, donc on peut passer aux questions. Merci. Merci Xavier. Vous avez été tellement rapide et tellement passionné que je n'ai même pas eu le temps de vous demander si vous pouviez vous présenter. Pour les personnes qui vont regarder en replay, peut-être aussi juste faire le lien entre votre travail avec Gilles et Marie-Laure, comment ça se connecte, peut-être en quelques mots. Mais... Oui, voilà. Donc moi, je suis mathématicien de formation, et puis je suis passé en climatologie. Les maths, ça mène à tout, c'est bien connu. Et donc moi je m'occupe de l'atmosphère, et alors avec Marie-Laure, les océanographes, on collabore, on va coupler le modèle MAR avec le modèle d'océano de Marie-Laure, comme ça l'océan et l'atmosphère peuvent dialoguer entre eux. Et pour le moment, la plupart des simulations, chez moi l'océan c'est une couche en surface, et chez Marie-Laure l'atmosphère c'est une couche en surface, mais il y a évidemment des interactions entre l'atmosphère et l'océan. Et avec Gilles, le but c'est évidemment d'essayer de copier, alors donc c'est un projet qui n'a pas encore commencé, c'est pour ça que je n'ai pas de résultats à vous montrer, mais on a un projet qu'on a soumis pour financement, où le but ce serait de copier le MAR, pour essayer de reproduire le MAR sans devoir le faire tourner pendant 2 semaines sur 100 CPU. Voilà. Merci Xavier. Je pense qu'on prend un plaisir une fois Xavier et nous accompagnants.